Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur RLP dans ce nouveau Famille, Justice, Enfance, encore un direct depuis nos studios de Coulommiers-Chamiers dans le Périgord. Famille, Justice, Enfance, l'émission d'analyse de la famille contemporaine occidentale. Avec ce soir un sujet pointu s'il en est. Nous allons parler d'intelligence, nous allons parler de quotient intellectuel. Qu'est-ce que l'intelligence? Puis comment en arrive-t-on au QI? Qu'est-ce que c'est que ces choses comme l'IRP, le facteur G, ce genre et tout ce qui va autour. Pour ça, nous en parlons avec une spécialiste, Jennifer Martin. Jennifer Martin, psychologue. Bonjour Jenny, ça va? Bonsoir Stéphane. Tu t'appelles Jenny, tout va bien? Oui. Bon, parce que Jennifer Martin, vous la connaissez, elle est déjà venue chez nous. Jennifer est psychologue clinicienne et psychothérapeute à Périgueux, 33 boulevard Georges Saumande, un DU de TCC également. Alors, formation à l'AFTCC pendant 3 ans en thérapie cognitivo-comportementale, tout à fait. Ok, intervenante sur RLP dans la chronique d'addictologie. Et si on regarde le descriptif de son annonce d'accueil sur Doctissimo, je crois, c'est gestion du stress, de l'état anxieux, des états dépressifs, addictologie, thérapie comportementale et cognitive, accompagnement psycho-émotionnel et énergétique, chemin de vie, régulation du stress et d'état anxieux, thérapie comportementale. Et à une époque, elle avait aussi la petite valise pour s'occuper du quotient intellectuel et de la détection chez les jeunes. Bon, c'est bon, on a placé le décor. Jennifer, qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? Ah, vaste question. Hey. Vaste question. Alors, donc, pour parler d'intelligence, alors déjà, ce qui va être important à prendre en considération, c'est qu'il n'y a pas de définition consensuelle de l'intelligence. C'est-à-dire que, déjà, il y a eu plusieurs modèles, si on regarde au niveau de l'histoire, et même aujourd'hui encore, il n'y a pas de consensus fort sur cette définition-là. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a l'intelligence, lorsqu'on parle dans le langage courant, de qu'est-ce qu'une personne intelligente ou un comportement intelligent, et puis après il y a la définition scientifique qu'on peut donner. Je comprends ça. Et ça va être important d'en faire de différencier la définition scientifique technique du langage courant en fait. Tout à fait. D'accord. Donc en termes d'intelligence, si on prend une conception large qui est adoptée, on parle de capacité d'adaptation, de capacité, faculté d'adaptation à des situations nouvelles qui vont demander forcément de comprendre les aspects de la situation et d'apprendre afin de pouvoir s'ajuster face à une situation nouvelle, donc s'ajuster au monde et adapter un comportement pour résoudre une situation. En gros, si une solution est efficace, on va pouvoir dire qu'elle est intelligente. D'accord ? Donc ça, c'est plutôt dans l'acception courante. Donc, les approches de l'intelligence, on va pouvoir explorer l'intelligence selon 3 aspects, 3 niveaux. On peut regarder l'intelligence au niveau de comment elle fonctionne. Donc, quels sont les processus qui sous-tendent l'intelligence ? C'est ce que font les scientifiques quand ils explorent cela. Et comment elle se manifeste aussi. On va pouvoir l'explorer par rapport à son développement. Donc, comment l'intelligence se développe chez l'être humain, par exemple. On peut se référer à Jean Piaget, grand psychologue qui a élaboré sa théorie sur le développement de l'intelligence de l'enfant. D'accord. Donc avec différents stades que l'enfant va passer avec apprentissage de certains schèmes, répétition de certains schèmes qui vont lui permettre à chaque fois de mieux s'adapter aux différentes situations qu'il va rencontrer. La science évolue beaucoup d'ailleurs sur cela. On regarde de plus en plus ce qui est critique dans les premiers mois, les premières années de vie parce que on est avec un QI, mais on le sculpte aussi visiblement durant les premiers temps. Donc la science évolue aussi par rapport à l'appréhension de tout ça. Oui. Tout à fait. Et même, donc, tu parlais des études tout à l'heure. Quand j'étais sur les bancs de la fac, on commençait à peine à parler de l'homme biopsychosocial. Aujourd'hui, c'est un modèle qui est très important. Enfin, on aborde l'homme, le sujet,
sous ces différents aspects-là et sous ces différents facteurs-là. Donc la question du développement, et on peut aussi l'explorer donc au niveau des différences inter-individuelles, donc les différences entre les individus, comment l'intelligence se développe d'une façon ou d'une autre chez les individus, et comment est-ce qu'on peut explorer ces différences, justement. Moi, j'étais en avance, oui. Mais c'est ce point-là, effectivement, qui évolue beaucoup, qui est très différent d'être entre 40 ans. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, pour peut-être, se baser sur une définition, en tout cas, qui a fait, alors pas consensus, mais en tout cas, une définition qui avait été donnée sur donc l'intelligence en 97. Ça peut dater, certes, mais il y avait 52 universitaires, des scientifiques, dont Carol Cattell et Horn, dont nous parlerons tout à l'heure, puisque le modèle de l'intelligence sur lequel on se base aujourd'hui, principalement modèle scientifique, est celui de CHC. Ils avaient publié une tribune pour faire le point sur les connaissances partagées qu'ils avaient sur l'intelligence. Ces 52 scientifiques. Et ce qu'ils en ont dit, c'est que pour eux, l'intelligence est une capacité mentale très générale qui implique entre autres la capacité de raisonner, de planifier, de résoudre des problèmes, de penser de manière abstraite, de comprendre des idées complexes et d'apprendre rapidement et apprendre de l'expérience. Donc ça sous-tend quand même beaucoup de choses. Oui, ce n'est pas que la rapidité à faire du calcul mental. Tout à fait. Ouais. Et ce qu'ils en ont expliqué aussi, et c'est ce qu'on verra peut-être tout à l'heure, mais c'est que certes, il y a des divergences à différents endroits, mais qu'il y a une chose qu'ils ont pu repérer, c'est qu'il y aura un facteur G, facteur général de l'intelligence qui sous-tendrait toutes ces capacités. C'est ça le fameux point G de l'intelligence. Le facteur. Le facteur G de l'intelligence. Oui, j'étais obligé de la faire, c'était obligatoire. Je ne pouvais pas faire autrement. Mais effectivement, donc le facteur G pour général, c'est ça ? Oui. D'accord. Et donc, on a défini cette notion. Pourquoi ? Dans quel but ? Alors, au départ, comment est-ce qu'on est arrivé à ça ? Donc, les questions de quotient intellectuel, ça date du début du siècle dernier, début XXe siècle. Donc, avant ça, tout ce qui était recherche autour des questions du fonctionnement, on parlait plutôt de loi générale du fonctionnement intellectuel. On se souciait pas forcément des différences d'intelligence et de performance entre les individus. Il y avait la question du behaviorisme, avec une époque qui était très basée sur tout ce qui était comportementaliste, où on regardait justement des temps de réponse qui étaient donnés par rapport à des stimuli simples. Et en fait, jusqu'à Binet, dont je vais parler juste après, les différences entre les individus n'étaient prises en compte que sur des aspects de temps de réaction ou en lien avec une anthropométrie, comme la taille du cerveau, par exemple. D'accord. Et Binet, donc c'est le premier qui va envisager les différences individuelles au niveau des processus mentaux supérieurs. D'accord. On est vers quelle année, grosso modo ? Début 20e ? Oui, début 20e. Alors, comment ça se passe ? En 1904, il y a une commission ministérielle pour l'enseignement spécial qui met en question deux sujets. Le diagnostic, alors je suis désolée pour ce que je vais dire là, mais le diagnostic des états d'arriération mentale. Ainsi que l'éducation des enfants anormaux. Il y a toutes ces questions-là, en fait, qui sont... On sort à peine de Charcot et c'était pas encore très avancé, tout ça. Alors, du coup, ce qui se passe, c'est que lui, il va trouver la possibilité là d'utiliser les études qu'il a pu faire. Et donc, en 1905, il va publier dans l'année psychologique sa méthode pour le diagnostic intellectuel des, alors, excusez-moi encore, anormaux. Ce sera le premier test d'intelligence qui sera publié dans le monde. D'accord. Il est intéressant de voir que le premier réflexe des scientifiques, ça n'a pas été de s'évaluer ou de voir les gens qui étaient doués, mais d'aller regarder ce qui était, de leurs yeux, un peu bête ou un peu... voilà. De quantifier le niveau de bêtise plutôt que le niveau d'intelligence. C'est quelque part. C'est intéressant à regarder. Ouais. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Et donc, on arrive, je suppose, vers 46 à Oxford, t'as le juriste Lancelot Ware, l'Australien Roland Beryl, qui crée la Mensa.
La Mensa, qui est une association qui est réservée, je crois, aux 4% des plus hauts QI. Et donc, le QI, en fait, tiens, on parle tout le temps de QI, mais le QI, ça se calcule comment ? Alors déjà, on parle de QI. Aujourd'hui, on utilise ce terme-là, mais ce n'est plus un quotient, puisque le quotient, c'est le résultat d'une division. Mais ça l'a été à une époque, visiblement. Tout à fait. C'est comme ça qu'on a construit effectivement le test, puisque je reviens à mon Binet-Simon, enfin à Binet, puis Binet-Simon, donc en 1911, qui ont créé le test, et puis on a Stern, du coup, en 1912, qui va inventer le quotient intellectuel. D'accord. 1912. Le quotient intellectuel, au départ, qu'est-ce que c'est ? C'est le rapport entre l'âge mental et l'âge chronologique. C'est-à-dire qu'on va faire passer, en fait, on va évaluer les enfants selon un certain critère, en faisant passer des questionnaires, etc., etc. Et donc, le QI de Stern, au départ, c'est ça. C'est l'âge mental divisé par l'âge réel qui va être multiplié par 100. D'accord. Donc, pour exemple, un enfant, par exemple, qui aurait été évalué sur un âge mental de 7 ans et qui, en fait, aurait 6 ans dans son âge chronologique, on faisait donc 7 ans qui correspond à 84 mois divisé par 6 ans qui correspond à 72 mois, on multipliait par 100 et ça nous donnait un QI Stern de 116. Le QI Stern, il évaluait aussi la question de la vitesse de traitement, vitesse de développement. Ensuite, on va avoir une évolution par rapport à tout ça, puisque on a donc Spearman qui va commencer, donc début du XXe siècle aussi, qui va travailler sur tout ce qui est analyse factorielle, donc pouvoir déterminer des facteurs en lien avec l'intelligence. Et donc, il va trouver que si la performance à 2 tests ont une corrélation, alors il y a un facteur commun. Un facteur général. Et on va commencer à avoir les prémices justement du modèle dont on va parler tout à l'heure, avec cette question de facteur G. Ok. Donc en fait tout ça avance beaucoup. Ils ont commencé à se rassembler vers les années 40 en partant du principe que les gens qui étaient surintelligents se sentaient beaucoup mieux entre eux. C'est comme ça que la Mensa a été fondée, si je me souviens de mes camarades d'université. Ils disaient que c'était assez difficile de survivre auprès de la masse ou autre, et qu'ils se sentaient beaucoup mieux. Tu mettais 2 hauts QI dans un train, au bout d'une heure, ils se retrouvaient, ils parlaient ensemble. Bon, c'est la grande légende, je suppose, qui leur permettait de se sentir un petit peu supérieurs, et donc ils ont fait leur club. Et c'est là que cette espèce de QI a commencé à impressionner les gens et à rentrer dans les gens, mais je crois que, enfin dans la vie de tous les jours, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, en fait, aujourd'hui, l'analyse d'intelligence, l'analyse de QI n'est pas forcément la même que celle des années 40 et qu'on a beaucoup progressé. Donc aujourd'hui, on va mesurer l'intelligence de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les différentes... qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par rapport à ça? Alors, je vais parler de mon point de ma place de psychologue à cet endroit-là. Donc, pour information, je me suis formée en 2017. Je suis allée me former donc dans un centre Cogitose, qui sont des centres spécialisés dans tout ce qui est troubles des apprentissages, diagnostic des troubles des apprentissages. Donc, qui ont été fondés par Jeanne Siofachin, qui a beaucoup médiatisé le haut potentiel. Et donc l'idée était de pouvoir accompagner en fait au départ justement les enfants, que ce soit ceux avec des difficultés. Donc c'est intéressant que tu pointes cet aspect-là, parce que c'était justement ma motivation de départ, puisque à l'école les enfants, donc il y a des choses qui sont attendues d'eux en termes de compétences, de capacités, d'adaptation justement. Et lorsqu'un enfant présente des difficultés d'adaptation, on le voit aujourd'hui beaucoup avec voilà, il y a une explosion des tests psychologiques et neuropsychologiques pour justement, et d'autres tests pour pouvoir repérer les différents troubles de ces enfants et leur proposer des accompagnements spécifiques. En tout cas, essayer de comprendre les choses. Donc, mon idée partait de là, pour me dire, ok, déjà, bon, j'avais déjà étudié ça à l'université, puisque nous sommes formés à ça, les psychologues, c'est une de nos spécificités d'ailleurs, de pouvoir faire un bilan clinique. Et donc, je me suis formée à ça. Et donc, aujourd'hui, pour, par exemple, évaluer l'intelligence
Obtenir en tout cas un quotient intellectuel. En général, on utilise, c'est celui qui est le plus utilisé en tout cas, il me semble, le test de Wechsler. Donc les échelles de Wechsler, puisque Wechsler donc a construit du coup ces tests. Et la différence entre justement cette question de QI qu'on évoquait tout à l'heure et le QI tel qu'il est aujourd'hui, c'est que un résultat de QI n'est pas un quotient, il parle juste d'une position par rapport à une population générale. Oui, c'est ça. C'est que le QI moyen, il est de 1, il est de 100, et 80% des populations, savoir par Pareto, c'est entre 80 et 120. Donc en fait, le QI est relatif par rapport à la masse. Tout à fait. C'est par rapport à la population. Ça, c'est vraiment important à prendre en considération. Et ce qui est important à prendre en considération aussi, c'est le fait qu'un QI, ça ne définit pas la valeur d'un individu. Non. Sauf que les dérives, souvent, elles sont à cet endroit-là. Enfin, il peut arriver qu'elles soient à cet endroit-là. Alors, on classe bien les sprinteurs de 100 mètres aux Jeux Olympiques. Donc, bon, voilà. Oui, oui, alors. Mais justement, mais là, tu parles de quelque chose, on les classe par rapport à une performance à un moment donné. Oui. Lorsqu'on va te dire, tu as 130 de QI ou 140 de QI. Tu as un potentiel de performance, en fait. Alors, oui, sauf que c'est pas forcément comme ça que c'est entendu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va te dire que tu as un potentiel, que tu as un haut potentiel, ça signifie qu'il y a des attentes implicites derrière ça. Et c'est ça qui peut parfois être problématique dans le usage des tests. Là, on sort de la science et on rentre dans, comment dirais-je, le ressenti et la réaction humaine. Tout à fait. Là, c'est plus la même chose. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Aujourd'hui, quand on parle de tests, de QI, d'analyse, on entend parler d'intelligence sociale, on entend parler de capacité de se placer dans la spatialisation, on entend parler de tests sur mémoire courte et mémoire longue. On entend parler de quoi aussi ? Quels sont les critères dans les analyses d'intelligence qu'on a aujourd'hui ? J'en ai oublié quelques-uns, je crois, là, non ? Alors, aujourd'hui, quand par exemple, une personne va venir, on va parler pour un enfant, par exemple, si on prend le test de la Wechsler pour les enfants, ce qui va être évalué, donc on va parler, donc l'enfant va passer une batterie de tests, donc certains qui vont demander de l'écrit, un autre de la manipulation, de cubes, des questions de chiffres, de vocabulaire aussi. Donc il y a même beaucoup d'épreuves comme ça qui sont passées. Et les résultats à ces épreuves, donc ces épreuves vont correspondre à des indices, vont donner des indices particuliers. Donc, par exemple, sur le WISC-5, ce qu'on mesure aujourd'hui, c'est la compréhension verbale, également donc un indice visio-spatial. Tout ce qui va être en lien avec l'intelligence, les capacités visuo-spatiales. L'IRF, donc, qui correspond à l'indice de raisonnement fluide, l'indice qui va mesurer la mémoire de travail, ainsi que l'indice qui va mesurer la vitesse de traitement. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir repérer dans le WISC grâce à des scores qu'on va être donnés, et puis ces indices-là, par des calculs, vont nous permettre ensuite d'obtenir le quotient intellectuel. Alors ce quotient intellectuel, est-ce qu'il évolue au fur et à mesure du temps ou est-ce qu'il est fixe ? Alors, est-ce que j'ai le même aujourd'hui que quand j'avais 10 ans ? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une notion d'apprentissage. C'est-à-dire que, par exemple, un sujet qui va passer un test de QI, on ne va pas lui refaire passer le test de QI 2 ans après. Parce qu'il y a cette question d'apprentissage par l'expérience. Mais oui, nous on s'entraînait au domino, au test psychotechnique, donc forcément... Donc c'est à prendre en considération. Bien sûr. Après, sur la variabilité intra-individuelle du QI, moi j'ai des données, en tout cas sur les variabilités au niveau sociétal. En tout cas, on a parlé par exemple de l'effet Flynn, qui a montré l'augmentation du niveau de QI dans les pays industrialisés. Et aujourd'hui, on parlerait d'un anti-effet Flynn qui montrerait que l'effet Flynn aurait tendance justement à repartir dans l'autre sens. Sur certains endroits de la planète, si je me souviens bien. Dans le même temps, on se rend compte que les animaux
qui ont aussi été analysés, ont des QI qui augmentent. C'est-à-dire que la poule d'aujourd'hui a un QI supérieur à la poule d'il y a 40 ou 50 ans, de manière générale. Donc c'est intéressant de voir aussi que, quelque part, l'analyse a été faite aussi sur certains animaux, sur le chien moyen, le cheval moyen, la vache moyenne, le canard moyen, et que la nature est en augmentation légère. Voilà. Que l'homme, l'humanité dans son ensemble, je crois, est en augmentation, mais qu'à certains endroits de la planète, il est en descente. Bon, après, c'est la progression d'un milieu, hein. Il y a des parties qui montent, des parties qui descendent. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le QI et la biologie ? Alors, dans les données, dans ce que j'ai pu voir... Ceux qui ont des gros casques de moto, est-ce qu'ils sont plus intelligents que ceux qui ont des petits casques ? Ah, d'accord, tu parles de là. Oui, okay. Par exemple. Par rapport au cerveau. Alors, moi, là-dessus, je pourrais pas te répondre. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que il n'y a pas à ce jour d'études, en tout cas, je n'en ai pas trouvé, qui permettent de définir l'aspect génétique. Ah, d'accord. Donc, on ne sait pas s'il y a une génétique, si c'est transmis. Alors, tu vois, par exemple, je suis tombée, moi qui étais fier par rapport à ma fille, mon Dieu. Alors, mais on va parler de cette question, encore une fois, d'aspect de l'homme biopsychosocial. C'est-à-dire que le niveau, en tout cas, du QI tel qu'il est mesuré aujourd'hui, va dépendre forcément de l'éducation, de l'instruction, du fait de pouvoir stimuler ou pas. Inné acquis, le QI n'est pas totalement inné. Il y a une partie d'acquisition dans les premières années. Bien sûr, et en tout cas dans ce qui est mesuré. D'accord. Puisque quand on te parle, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais ce qui va être mesuré dans ce test, il y a l'intelligence fluide et l'intelligence cristallisée, qui sont en lien soit avec des connaissances qui vont être acquises par l'instruction, et d'autres qui vont être, qui ne vont pas l'être, qui vont être, comment dirais-je, en lien avec l'inné. D'accord, ok. Donc là, Montessori a raison, en fait, de s'occuper très précocement d'un enfant en bas âge, quelque part, c'est l'aider à développer sa cognitivité, et puis ça en fera plus tard, lorsque le cerveau va se cristalliser, se fossiliser, je crois, on dit comme ça, là, vers 12-13 ans, en tout cas on dit comme ça pour le langage, on en fera quelqu'un, donc l'intelligence n'est pas forcément innée, on peut aussi l'aider au début à se hisser, c'est ça ? Oui, tout à fait. En tout cas, par rapport à la définition que nous en donnons, aujourd'hui. Tout à fait, d'accord. D'où on en déduit aussi les capacités d'apprentissage, et donc ce sont aussi des réflexes, et c'est aussi de l'acquisition. Oui, tout à fait. D'accord. Oui. Ok. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Pourquoi est-ce que, quand on regarde une carte internationale des QI, on se rend compte qu'effectivement, dans l'Occident, le QI est un petit peu en baisse, et que, par contre, en Asie du Sud-Est, il y a une explosion des hauts QI. On les retrouve tous dans l'Est de la Chine, au Japon, vers Hong Kong. De toute façon, quand on passe un peu là-bas, quand on parle un peu avec des gens, on se rend compte que ça fuse de tous les côtés. Donc, intellectuellement, vraiment, comment ça se fait qu'il y ait une concentration à cet endroit-là? Ils ont de l'uranium? Qu'est-ce qui se passe là? Non, mais je sais, ils ont trouvé une météorite, alors sur la question de la carte des QI, j'ai quelques réserves. Peut-être que tu peux expliquer, toi, Stéphane, ce qui. En fait, il y a des associations qui ont fait des mesures de QI et puis elles se sont regroupées entre elles, elles ont communiqué entre elles, elles ont donné leurs résultats et on en a déduit des cartes par pays du QI moyen. Je te vois faire la moue, je sais pourquoi tu fais la moue, ne serait-ce que parce que les gens qui font les tests au Kenya ne sont pas forcément dans les mêmes conditions que ceux qui font les tests à Washington. Donc déjà, je suppose que il y a une certaine limitation au processus. En attendant, je t'assure, moi je suis allé à Hong Kong, j'ai parlé des informaticiens de Hong Kong, les mecs, ça fuse. Hein. C'est clairement, il se passe des trucs au niveau cognitif. Et donc, alors, il y a toujours une question, quand on fait des cartes comme ça, ou même quelles que soient les choses qui vont être avancées, moi je regarde toujours, quand on parle de méthode scientifique, de quoi est-ce qu'on parle? C'est-à-dire que là, pour obtenir cette carte... tous de la même chose déjà. Voilà, parce que c'est comme quand on parle des statistiques, qu'on donne des statistiques. Oui, moi je veux bien qu'on regarde les chiffres, mais comment est-ce qu'on a obtenu ces chiffres? Bien sûr. En fait. Et par exemple, pouvoir comparer des QI entre eux sur des pays, déjà c'est quel type de test on leur a fait passer.
tu vois, là, je faisais, en faisant les recherches, je suis tombée sur un site QI international. Comment obtenir un QI international. Donc, en fait, ils faisaient une carte du QI international, un petit peu ce qu'on est en train d'évoquer là. Et donc, la méthodologie, c'était les gens, donc c'était basé sur 1 million de personnes, je crois, qui avaient fait les matrices de Raven. Les matrices de Raven, c'est un outil, donc avec des figures et où on va poser des questions en lien avec les figures. Il faut choisir des figures en fonction de ce qui est demandé. Donc, ça fait pas appel à des connaissances qu'on doit avoir. C'est une logique mathématique, tout en fait, quelque part. Ouais. Mais ça ne mesure pas tous les aspects du QI que nous avons évoqués aujourd'hui. Ça ne mesure pas toute l'intelligence. Ça donne des tendances et ça montre que dans une zone de la planète, il y en a qui ont des potentialités différentes. Passons. Toi, tu as fait longtemps la détection des enfants. Ça se passait comment, en fait ? À quel niveau ? Bon, d'accord, écoute, on va y aller cash, vu qu'il nous reste 2 minutes. Les gamins, les QI, les HPI en France, en Occident, comment est-ce qu'ils sont reçus ? Comment est-ce qu'on s'en occupe ? Est-ce que vraiment c'est leur rendre service que les détecter tôt ? Alors, est-ce que c'est leur rendre service ? Ce sont des questions qui sont compliquées à répondre, Stéphane, parce que je peux pas répondre sur quelque chose d'aussi général. Je peux te parler de mon expérience peut-être. Alors, moi, ce que j'ai pu observer quand je faisais passer ces tests et que je donnais des résultats, et donc avec des préconisations aussi par rapport aux enfants. Alors oui, ça peut aider, ça aide d'ailleurs les enfants, par exemple, quand on fait des préconisations sur comment aider un enfant qui a des troubles de l'attention. On avait déjà parlé lors d'une précédente émission. Voilà, qu'est-ce qui est préconisé, qu'est-ce qui peut l'aider, comment est-ce qu'on peut capter son attention. Donc là, ça peut être intéressant. Là où ça peut être un petit peu plus compliqué, c'est sur la question des étiquettes, en fait. Et qu'un enfant qui va être étiqueté, par exemple, HPI, haut potentiel intellectuel, il peut y avoir, comme je le disais tout à l'heure, des attentes implicites, en fait, derrière. Donc, on a des représentations. Un enfant qui ont la vie dure, quelqu'un qui a un haut QI, on va considérer qu'il doit être capable de faire un certain nombre de choses. Or, ce que j'ai pu remarquer, c'est que des enfants qui ont un QI, certains enfants qui ont un QI bien au-dessus de la moyenne, pour autant, sont en échec scolaire. Alors qu'on s'attendrait à ce que, dans la représentation des personnes, on s'attendrait à ce que il a un QI élevé, donc il devrait être capable de faire ça. Il y a des attentes implicites. Ça m'étonne pas plus que ça. Il faudrait creuser, mais on le fera pas ce soir. Voilà. Jennifer, on te trouve comment si on veut venir te voir, si on veut discuter avec toi, si on veut profiter de ton expertise ? Alors, comme tu le disais, donc à mon cabinet Espace Rainbow, 33 boulevard Georges Saumande. D'accord. Jennifer Martin, Gennifer, plus loin Martin, Martin. Écoute, merci pour tout cela. Et puis, écoutez, vous tous, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir, Stéphane. Merci. Famille, justice, enfance.